Donc inutile de présenter Éric Fassin, dont on connaît les interventions depuis de longues années, et sa capacité à manier le paradoxe pour nous obliger à réfléchir. On a une introduction que j'espère pas trop perfide. Je ne peux pas imaginer qu'elle le soit. Écoutez, je suis très heureux que le Collège de France consacre son colloque de rentrée aux questions genre et société, genre et sciences, pardon. Et j'ajoute à titre personnel que je suis très heureux de participer aussi au collectif de personnes qui sont intervenues depuis le début. Mon travail s'inscrit, comme pour tout le monde, dans un travail collectif, et en particulier avec le sentiment de participer à quelque chose, des études de genre, qui n'a pas toujours existé, en tout cas en France, et donc où cette constitution, eh bien, on connaît beaucoup des collègues qui y ont participé. Le fait que je n'utilise pas de PowerPoint renvoie, je crois, au fait que je suis un homme, certes, mais surtout du XXe siècle. Je vais commencer tout de suite par le fait que, dans les études de genre, aujourd'hui, s'est développé un sous-champ de recherche qui prend pour objet les campagnes anti-genre, c'est-à-dire les offensives religieuses et politiques, dirigées contre ce que l'on appelle dans beaucoup de pays l'idéologie du genre, et ce qu'en France, on a plutôt appelé la théorie du genre, même si le Vatican s'est récemment rallié à cette formulation. C'est même un des domaines de recherche où les échanges internationaux sont les plus actifs et les plus collectifs. En témoigne, par exemple, un réseau qu'avec d'autres nous avions constitué, qui s'appelait l'International du genre. Mais aussi, il y a, par exemple, un collectif savant sous l'égide du département d'études de genre de la LSE à Londres, avec en particulier Claire Hemmings, qui est en ce moment à Paris, ou bien l'activité très intense d'une collègue brésilienne, Sonia Correa, avec Richard Parker pour le Sexuality Policy Network Watch. Il y a des recherches franco-brésiliennes qui ont été menées avec des collègues en France comme Michel Boson, ou au Brésil comme Alain Ouziel ou Myriam Grossi. Il y a le travail scientifique collectif qui a été animé par David Paternotte de l'ULB et beaucoup d'autres, comme par exemple Sarah Garbagnoli et Massimo Prearo. Je donne tous ces noms simplement pour rappeler qu'il y a beaucoup de gens de beaucoup de pays. Pour ce qui est de ce dernier collectif, je rappellerai seulement le colloque et la publication au titre éloquent « Habemus Gender ». Mais il y a aussi, par exemple, le livre que vient de publier Judy Butler, qui a peur du genre. Donc, il y a de fait une internationale du genre contre les campagnes anti-genre. Alors, si les études de genre s'intéressent autant aux anti-genres, je dirais ce n'est que justice. Les études de genre sont redevables au cardinal Joseph Ratzinger, et je voudrais personnellement lui témoigner ma reconnaissance à titre posthume. C'est bien à Benoît XVI que nous devons en premier lieu, bon, en même temps que des attaques antiféministes, homophobes et transphobes, mais une reconnaissance internationale. En France, en particulier, les médias ont dû s'engager dans une entreprise pédagogique d'explication pour dire aux gens ce que ça voulait dire genre. Donc un domaine méconnu a été connu grâce à ces attaques. Parce qu'en réalité, les études de genre en France ont longtemps été considérées avec indifférence et même avec condescendance, en particulier, ou y compris, dans le monde universitaire. D'autant plus qu'elles étaient, le plus souvent, portées par des femmes ou par des minorités sexuelles dans leur articulation avec les études sur la sexualité. Pour ma part, j'aime rappeler qu'en 2004, quand dans le séminaire Actualité sexuelle à l'École normale qui a été évoqué tout à l'heure par Céline Bessière, j'analysais la lettre sur la collaboration de l'homme et de la femme dans l'Église et dans le monde du cardinal Ratzinger. Le public qui était attiré par la nouveauté relative en France d'une perspective queer laissait transparaître un soupçon d'étonnement. Et l'année suivante, alors que je décortiquais le dictionnaire des termes ambigus et controversés sur la vie, la famille et les questions éthiques, 1001 pages sur papier Bible, sous l'égide du Conseil pontifical pour la famille, comprenant pas moins de 3 articles complémentaires pour dénoncer le concept de genre,
Je vous laisse imaginer la rencontre dans la grande salle du boulevard Jourdan des étudiants et étudiantes qui se tournaient vers le genre, avec des militants et militantes féministes, qui pouvaient être homosexuels ou trans, mais aussi avec des dominicains ouverts à la lecture critique qui était proposée. La prise de conscience de l'offensive catholique, qui a été amorcée dès les années 90 à l'ONU, avec le Congrès sur la population au Caire en 1994 et sur les femmes à Pékin en 1995, mais soudainement très visible au milieu des années 2000, a coïncidé en France avec un changement institutionnel. Dans l'université, le passage au master. Or, ce fut enfin l'occasion de reconnaître institutionnellement la place des études de genre, avec la création de plusieurs masters qui, encore aujourd'hui, y sont consacrés. Toute une génération d'étudiantes et d'étudiants s'est tournée vers ce domaine d'études nouveau. On en voit aujourd'hui le résultat avec la multiplication des thèses, des publications, des colloques, des séminaires, des revues. Des collègues ont pu présenter leurs travaux. Il y a eu des recrutements ouverts à ces problématiques et il y a eu des conversions ou des reconversions. En même temps, dans les années 2000, on a assisté à un phénomène également important et dont le sens politique était beaucoup plus visible, c'était l'émergence de ce qu'avec d'autres j'ai appelé des nouveaux nationalismes sexuels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mise en avant d'une modernité sexuelle permettait de tracer des frontières entre eux et nous. Nous, le monde moderne, occidental, civilisé, très sensible au féminisme, bien sûr. La France a toujours déjà été féministe, comme vous le savez. Et eux qui, évidemment, étaient susceptibles d'être de religions différentes, de venir de continents différents. Bref, ce n'était pas nous. Le problème donc, pour les études de genre, à ce moment-là, c'était le risque d'une récupération. C'est-à-dire, au fond, de servir d'alibi pour tracer les frontières entre eux et nous. Ce risque n'était donc plus l'indifférence, mais c'était l'instrumentalisation. Toutefois, je voudrais maintenant mettre l'accent sur ce qui s'est passé dans les années 2010, c'est-à-dire un tournant. Il ne s'agit plus seulement de religion, mais de plus en plus, ouvertement, de politique. Je partirai, pour le plaisir, de la Manif pour tous. Les anti-genres ont beaucoup développé un argumentaire à propos du genre, contre le genre, reposant sur l'opposition entre nature et culture. Ce qui est reproché aux études de genre dans ce cadre, c'est de dénaturer l'ordre social. Donc, quelques slogans. On veut du sexe, pas du genre. Ou bien, pour celles et ceux d'entre vous qui ont une sensibilité scientifique plus affirmée, pas d'ovules dans les testicules. Mais aussi, et c'est ça qui m'intéresse davantage, pas touche à notre stéréotype de genre. Autrement dit, pour les anti-genres, il y a bien du genre. Sinon, pourquoi du bleu et du rose? C'est bien que la nature ne suffit pas, qu'il faut la renforcer, qu'il faut l'étayer, qu'il faut s'appuyer sur le fait que des institutions vont nous permettre de devenir des hommes et des femmes. Autrement dit, c'est une version conservatrice de Simone de Beauvoir. En particulier, on voyait que cette vision des choses, elle veut dire qu'il y a non pas la théorie du genre qui unifierait un champ, il y a des théories du genre à l'intérieur des études de genre, tout le monde ne raconte pas la même chose, mais aussi il y a des théories du genre chez les anti-genres. Tout le monde a des théories du genre. Et il s'agit bien de genre, encore une fois, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir la nature. C'est en particulier, et je renvoie, vous aurez vu mon affection particulière pour Benoît XVI, je renvoie à un discours qu'il avait prononcé en 2008, juste avant Noël, où il expliquait que le mariage, c'était un peu comme les forêts tropicales. Et donc, c'était la nécessité d'une écologie humaine pour protéger les forêts, bien sûr, mais aussi le mariage. Pourquoi? Parce que le mariage, disait-il, et c'est ce qui s'est répandu à ce moment-là chez les évêques, c'était une institution naturelle. Cette alliance de mots peut faire réfléchir, puisqu'on s'attendrait plutôt à ce que ce soit du côté de l'oxymore que du côté d'une logique commune.
Mais ce que ça veut dire, c'est que la différence des sexes, elle n'est pas toujours déjà donnée, qu'il faut tout un travail social pour l'instituer. Et là-dessus, il y a un accord fondamental entre les personnes dont je fais partie, qui se revendiquent des études de genre, et les personnes dont je ne fais pas partie, qui dénoncent les études de genre. Nous sommes bien d'accord, la différence des sexes est une institution sociale. La question est de savoir comment nous voulons instituer les choses. Ce qui veut dire que la question biologique n'est plus déterminante, même d'un point de vue théorique. Le roc biologique qui était par exemple mis en avant par la théologienne Véronique Margron et par d'autres, une théologienne que je respecte beaucoup et avec qui j'ai eu l'honneur d'une disputation dans la cathédrale de Rouen sur homme-femme, quelle différence, cette théologienne, elle invoquait un roc biologique. Mais on voit bien que ça ne repose pas sur un roc biologique. Sinon, il n'y aurait pas besoin de tout ce travail social, il n'y aurait pas besoin du rose et du bleu. Donc je voudrais revenir à la question de nature-culture, puisque c'est la raison pour laquelle les études de genre ont été beaucoup attaquées. Et effectivement, dans les années 50, lorsque le concept de genre est inventé, il est construit bien avant le féminisme dans les années 70, c'est par rapport à la question de nature-culture. Pour des psys comme John Monnet ou comme Robert Stoller, dans les années 50-60, le développement de l'opposition entre sexe et genre, c'est ce qui va permettre de faire rentrer dans la normalité des situations jugées anormales. C'est-à-dire, en particulier, des personnes qu'aujourd'hui nous appellerions, qui choisissent de s'appeler intersexes ou trans, et qu'on appelait hermaphrodites ou qu'on qualifiait en termes pathologiques par le transsexualisme. Donc en fait, la logique à ce moment-là, c'est bien un partage entre nature et culture. Et c'est ça que le féminisme va reprendre dans les années 70 avec une figure importante comme l'anthropologue Gayle Rubin. Que fait l'anthropologue Gayle Rubin? Elle dit, eh bien, je vais construire un système sexe-genre, mais... Et elle fait référence à Simone de Beauvoir, elle fait référence à Claude Lévi-Strauss. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut arracher à la naturalisation, non pas à la nature, mais à la naturalisation. C'est une entreprise de dénaturalisation de l'ordre sexuel. La différence entre l'usage féministe de genre et l'usage psy des années 50 et qui dure au-delà, c'est que le projet des années 50 était un projet normatif, c'est-à-dire faire rentrer dans l'ordre, alors que le projet des années 70 et depuis, des féministes, est un projet critique, c'est-à-dire de bousculer l'ordre, de l'interroger, de le faire changer, de le soumettre à la question. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En fait, on voit au début des années 90 que nature-culture, c'est un peu fini comme opposition pour les études de genre. Il y a la publication, par exemple, du livre de Thomas Laqueur, La fabrique du sexe, qui s'intéresse à l'anatomie pour montrer que finalement, l'anatomie aussi a une histoire, c'est-à-dire la manière dont on regarde les corps, dont on se les représente, c'est pas toujours la même chose. Je ne vais pas le développer ici, mais on a au même moment le livre de Judith Butler, Troubles dans le genre, qui participe d'une même logique, c'est-à-dire qui ne présuppose pas que le sexe serait le fondement de l'ordre sexuel, et en particulier qui ne présuppose pas une antériorité du sexe par rapport au genre. On pourrait le dire aussi d'ailleurs, peu après, pour Christine Delphi, mais donc tout un ensemble de gens, et toujours aux États-Unis, on voit Anne Foster Sterling, qui publie un article qui retentit jusqu'au Vatican sur les 5 sexes. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas seulement 2 sexes, il y en aurait 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y a les hommes, il y a les femmes, il y a les hermaphrodites, comme on le disait encore à l'époque, même si elle va participer à la possibilité de reconnaissance d'un mouvement intersexe, mais il y a aussi les hermaphrodites et les pseudo-hermaphrodites masculins et les pseudo-hermaphrodites féminins, donc ça fait 5 catégories. L'enjeu de cette proposition des 5 sexes est un enjeu ironique. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a 5 sexes, mais que c'est une convention comme une autre. Ça décrit la réalité plus ou moins. Donc ça vaut selon les usages qu'on veut en avoir. Ça n'est pas une vérité absolue. Ça n'est pas la biologie qui dit la vérité des choses. C'est-à-dire, ce ne sont pas les corps qui disent la vérité des choses, ce sont les discours sur la biologie, donc la discipline biologique appuyée par l'État, etc. Cette remise en question de la catégorie de sexe, elle est importante pour aujourd'hui, parce que ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le sexe,
on finit par le comprendre, ce n'est pas la nature, ce n'est pas la biologie, c'est une catégorie d'état. Sinon, on ne pourrait pas changer de sexe. Si on peut changer de sexe, ça veut bien dire que c'est l'état qui détermine qui est un homme et qui est une femme, et que ça n'est pas forcément irréversible. Ce n'est pas une question de chromosomes, on ne demande pas forcément non plus une opération, on ne demande pas forcément, aujourd'hui, selon les pays bien sûr, de prendre des hormones. Bref, ce n'est pas de la biologie, c'est de l'état. Alors vous me direz, il n'y a pas que l'état. Oui, par exemple, l'actualité olympique. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que les institutions du sport n'utilisent pas la catégorie d'état. C'est-à-dire que le fait d'être reconnu par une femme comme une femme par l'État ne veut pas dire qu'on est reconnu comme une femme par le sport. Mais même, on s'aperçoit, on l'a vu cet été avec Iman Khelif, qu'on peut avoir deux institutions du sport qui s'affrontent avec deux définitions différentes. Autrement dit, le sexe est une catégorie politique qui est établie par des institutions qui ne sont pas forcément d'accord entre elles, même si en général l'État a une vertu prépondérante, sauf en matière de sport. Je souligne pour Iman Khelif, et c'est là que ça me ramène aux questions de genre et des attaques anti-genre dont je vous ai parlé depuis le début, que l'opposition à cette boxeuse algérienne, elle s'est exprimée de manière internationale par des personnalités aussi importantes que J.K. Rowling, qui s'est engagée dans une croisade transphobe malheureusement depuis quelques années, Giorgia Meloni en Italie en soutien à une boxeuse italienne, Elon Musk qui déplore le fait qu'un de ses enfants se définisse comme trans, mais aussi avec des attaques de la Russie qui ont contribué, etc. Bref, ce qu'on voit, c'est que ce sont des enjeux politiques. C'est-à-dire que la bataille pour dire quel est le vrai sexe, la question qui a été soulevée par Michel Foucault, eh bien, elle est une question qui, aujourd'hui, est explicitement politique. Alors, que font les études de genre? Eh bien, vous avez peut-être vu dans mon titre mystérieux « Signifier les rapports de pouvoir », c'est une citation empruntée à une définition de l'historienne états-unienne déjà citée Joan Scott, en 1986, et vous verrez que dans sa définition, le mot « sexe » n'apparaît pas. Ma définition du genre, je cite, et je cite toujours parce que je pense qu'avec ça on peut travailler, ma définition du genre comporte deux parties. Elles sont reliées entre elles, mais doivent rester distinctes sur le plan de l'analyse. Le point central de la définition repose sur une relation absolue entre deux propositions. Premièrement, le genre est un élément constitutif des relations sociales fondées sur les différences perçues entre les sexes. Le mot le plus important étant perçu. Parce que ça veut dire que ce ne sont pas des différences en soi, ce sont des différences pour autant qu'elles sont construites par le regard, qui est un regard social. Et deuxièmement, le genre est une façon première de signifier les rapports de pouvoir. Je m'inscris davantage dans cette deuxième logique, même si je suis convaincu, et on l'a entendu dans les exposés précédents qui peut-être étaient plus proches de la première partie de la définition, que les deux sont indissociables. Autrement dit, que l'ordre sexuel est indissociable des utilisations du genre comme un langage pour signifier les rapports de pouvoir. Signifier, alors en anglais, c'est à la fois ce que ça veut dire, mais aussi ce que ça montre. En français, signifier, c'est à la fois ce que ça veut dire, mais aussi ce que ça signifie aux gens, c'est-à-dire c'est une assignation. Et il me semble que tous ces sens, ils sont présents à la fois. Je pense aux discussions sur la signification à partir des travaux de Roger Chartier sur la représentation et dans ses échanges avec Pierre Bourdieu. Je prends des exemples de ce que ça veut dire signifier les rapports de pouvoir, parce que c'est ce qui est peut-être moins évident quand on parle de genre. On sait qu'on parle des hommes et des femmes, on sait qu'on parle de l'ordre sexuel, mais le point essentiel, c'est qu'on parle en même temps de tout le reste. On parle toujours tout le temps de tout le reste. C'est pour ça que ce n'est pas un domaine particulier. C'est une question à partir de laquelle on peut interroger l'ordre social dans son entier. Donc ça veut dire quoi, par exemple? Eh bien, les rapports de classe. Les rapports de classe au XIXe siècle, eh bien, ça va être pour la bourgeoisie d'essayer de civiliser les ouvriers qui boivent de l'alcool et qui fréquentent des prostituées, mais aussi de contrôler la sexualité des femmes, etc. C'est un exemple. Donc les rapports de classe passent par là. Ça n'appartient pas seulement au passé, comme vous le savez, aujourd'hui, bien sûr, l'inquiétude sur la sexualité dans les banlieues, qui ne serait jamais, aussi bien que
la nôtre, eh bien, c'est quelque chose qui a été porté, par exemple, par le terme de tournante, qui permettait de renvoyer dans l'altérité culturelle l'idée des violences sexuelles. Nous avons quelques raisons aujourd'hui d'être sceptiques par rapport à ce partage en termes de classe et en termes d'origine. Donc ça, c'est un exemple. Mais on pourrait penser aussi que, bien sûr, lorsqu'on parle du voile islamique, on est quand même en train de parler de beaucoup de choses. On n'est pas seulement en train de parler des hommes et des femmes. On est en train de parler de choses qui ont à voir avec la religion et la laïcité. On est en train de parler de choses qui ont à voir avec l'immigration, qui ont à voir avec l'identité nationale, etc. Et je n'entre même pas dans les querelles. Je ne fais que décrire pour l'instant. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un exemple que, pour ma part, j'ai toujours trouvé utile de prendre pour illustrer cette idée de signifier les rapports de pouvoir, lorsque, en 2003, au moment de la guerre en Irak, où apparaissaient des clivages entre les États-Unis et la France, voire l'Europe, un intellectuel néoconservateur disait « Les Américains sont de Mars, les Européens sont de Vénus ». On voit bien comme ce langage de genre nous invite à réfléchir au fait que, finalement, les Américains sont aux Européens ce que Mars est à Vénus. C'est un rapport d'homologie qui est un rapport de genre. Au fond, les Européens, et il faut bien l'avouer entre nous, les Français, ne sont pas très masculins. Alors, je voudrais revenir aux campagnes anti-genre, et je vais vous donner une citation que j'aime beaucoup d'un discours contre le wokisme. Ce sont des extraits. On décrète que les classiques sont dépassés parce qu'ils ignorent l'importance du genre ou de la race. Alors, bien sûr, la lutte contre les actes de racisme est une cause noble et nécessaire et noble, mais la nouvelle cancel culture a renversé la discrimination qui devient un racisme inversé. Mais il s'agit aussi de genre. Quiconque ose dire qu'il existe des hommes et des femmes, ce qui est un fait biologique, risque de se voir ostracisé. L'idéologie du genre, nous dit ce discours, tend vers le crime contre l'humanité. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que ce discours, qui vous est peut-être familier dans sa tonalité, il émane de Vladimir Poutine en 2021. Et il va continuer cette offensive ensuite, après l'invasion de l'Ukraine. Le 25 mars 2022, lors d'une rencontre avec le monde de la culture, il va jusqu'à comparer J.K. Rowling, déjà évoquée, à la Russie, qui est désormais victime de la culture de l'annulation. On est là dans un langage extrêmement familier. Le président russe, donc, n'hésite pas à reprendre à son compte une critique de l'Union soviétique. La Russie est déjà passée par là avec les bolcheviks. Et il parle de novlangue. On voit donc bien à chaque fois comment ça ne parle pas seulement des hommes et des femmes, parce qu'on pourrait présumer qu'au moment d'envahir l'Ukraine, ça n'est pas la préoccupation première du président russe. Mais c'est une manière de signifier les rapports de pouvoir un peu équivalente à celle de Robert Kagan, que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, sur les Européens qui seraient de Vénus. Alors, je voudrais prendre un exemple qui, puisque bien sûr les attaques contre les études de genre, elles sont souvent antiféministes et sexistes, elles sont souvent homophobes, mais elles sont en particulier transphobes. Et je voudrais souligner ce point parce qu'il y a eu un développement, voire une épidémie de transphobie depuis quelques années, et ça éclaire ce que j'ai essayé de vous dire auparavant sur le fait que le sexe, en quelque sorte, a disparu comme fondement évident qui serait en quelque sorte en deçà, en amont de toutes nos discussions sur l'ordre politique. Marguerite Stern, qui est une féministe à l'origine des collages féministes, est devenue une figure de proue des discours transphobes. Et je voudrais juste vous lire un tweet qu'elle a fait qui me paraît très éclairant. Elle dit « Je pense comprendre, et j'espère que ça intéressera François, je pense comprendre la psychologie immigrationniste, car je l'ai été. » Vous connaissez le terme immigrationniste, qui est un terme péjoratif très marqué à droite. Et tous les jours, ça tourne en boucle dans ma tête. Comment faire comprendre aux autres ce que j'ai fini par comprendre? Je ne sais pas, parce que pour moi, pour comprendre, il a fallu que je prenne une grosse claque. C'est par le sujet trans que j'ai eu le déclic sur l'immigration. Une fois dépassé ma colère et ma stupéfaction originelle face aux hommes qui remportent des compétitions sportives de femmes et se foutent de notre gueule en disant qu'être une femme, c'est porter des talons et du make-up, j'ai continué à creuser. Et quand vous creusez le sujet trans, arrive nécessairement le sujet civilisationnel. J'ai compris l'importance du socle commun, des racines, des limites, des frontières, et tout s'est aligné dans mon cerveau.
Donc il me paraît significatif de voir comment on passe d'un registre à un autre, c'est-à-dire si on veut comprendre aujourd'hui le succès de l'épidémie de transphobie, y compris dans les médias, il est important de voir qu'elle rencontre systématiquement un discours xénophobe. Ce texte en est juste une brève illustration. Alors, en même temps, on voit bien que les offensives anti-genre n'ont pas seulement été anti-genre. Depuis quelques années, en France, un nouveau terme a gagné en notoriété, et cette fois, c'est le président de la République que j'ai le plaisir de remercier, c'est l'intersectionnalité. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas seulement le genre, mais c'est le genre croisé avec d'autres choses, en particulier avec classe et race. Alors, cette version des choses, elle n'est pas propre à la France. La variante états-unienne, ce sont les attaques lancées, en particulier autour de Donald Trump en 2020, contre la Critical Race Theory. L'initiateur de cette polémique, Christopher Rufo, avait souligné le fait que ce terme était parfait, parce que d'une part, c'est le terme qu'utilisent les gens qui travaillent dans ce domaine, un peu comme intersectionnalité, mais en plus, chacun des mots déplaît aux gens. Race, personne n'aime. Critical, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas très positif. Et theory, eh bien, personne n'est pour la théorie. En fait, ça joue, comme théorie du genre en français, sur un anti-intellectualisme qui est porté par des discours néofascistes et qui vise, à travers des termes jugés compliqués, l'ensemble des savoirs critiques. Donc, ce que je voudrais souligner pour terminer, c'est que il ne s'agit pas seulement d'attaques réactionnaires. Ce ne sont pas seulement des attaques réactionnaires dans la mesure où ce ne sont pas seulement les mouvements sociaux qui sont visés, les mouvements sociaux comme Black Lives Matter ou comme Me Too, ou etc. Ce n'est pas seulement ça, ce sont les études sur. Donc il y a les deux à la fois. Il y a à la fois les mouvements sociaux et les études. Par exemple, en 2020, le président de la République avait souligné, en disant que les universitaires cassent la République en deux, il avait souligné justement le risque d'influence sur la jeunesse. Autrement dit, il soulignait avec une lucidité sociologique réelle qu'il y avait un changement générationnel sur ces questions. C'est-à-dire que la manière de regarder le monde n'est pas tout à fait la même selon qu'on a mon âge ou selon qu'on a l'âge des étudiantes et des étudiants qui sont dans cette salle. Et je crois que c'est ça l'enjeu générationnel, c'est que les attaques contre les savoirs critiques, c'est l'idée qu'il y a un risque que peut-être les savoirs auraient un rapport avec ce qui se passe dans la société. Pas seulement que nous aurions pour fonction de refléter, mais que dans certains cas, nous pourrions contribuer à produire un discours sur le monde qui aurait des effets parce que des gens pourraient s'en emparer. C'est après tout l'histoire du féminisme, c'est-à-dire de ce va-et-vient entre les études de genre et le féminisme, entre un mouvement social et un champ d'études. Donc ça n'est pas un hasard si ça tombe en particulier sur le féminisme. Pour terminer, pourquoi tant d'attaques contre les études de genre? Alors, je dirais pour toutes les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire il s'agit bien de signifier les rapports de pouvoir, et en ce sens-là, ça fonctionne très bien. Ça permet de parler de tas de choses. Il s'agit de classe, de race, de religion, d'identité nationale, et in fine, de démocratie, en même temps que de démocratie sexuelle. C'est-à-dire ne pas accepter l'évidence immuable d'un ordre social, à commencer par l'ordre sexuel. Si même l'ordre sexuel n'est pas immuable, si même l'ordre sexuel est historique et politique, eh bien, on n'a pas fini. Tout ça, donc, c'est dans un contexte d'anti-intellectualisme politique qui débouche sur des offensives contre les savoirs critiques, mais aussi contre les libertés académiques. Mais le dernier élément, ça a été rappelé tout à l'heure par Céline, on reproche depuis toujours aux études de genre d'être politiques puisque féministes. C'est vrai. Le problème, c'est que les études de genre le revendiquent. C'est-à-dire qu'au lieu de s'en défendre, elles en font un point de revendication important. Parce que ce n'est pas comme s'il y avait seulement les études de genre qui avaient une dimension politique. Il n'y a pas beaucoup de savoir, et en particulier pour parler de ceux que je connais qui parlent de la société, eh bien, il n'y a pas de savoir neutre.
Mais évidemment, neutre, quand on fait des études de genre, on s'en méfie. Parce que c'est quand même une manière de dire, surtout, il n'y a pas de genre. Donc la haine contre les études de genre, qui a succédé et à la condescendance et à la récupération, c'est parce qu'elles sont à la fois savantes et politiques. Pas seulement parce qu'elles sont politiques, mais parce qu'elles montrent que le savoir est politique. C'est l'objet du livre qu'avec ma collègue Caroline Ibos, nous sommes en train de boucler, et c'est un travail d'épistémologie politique qui s'intitule justement, en hommage à Max Weber, « La savante et le politique ». Alors bien sûr, le savoir est toujours politique. Mais les études de genre, en fait, ne posent problème que quand elles le revendiquent, c'est-à-dire qu'elles n'ont d'intérêt que quand elles le revendiquent et quand elles le mettent en œuvre. C'est la seule raison d'être des études de genre. Si c'est juste pour dire qu'il y a des hommes et des femmes, on ne nous a pas attendus. Autrement dit, ce que disent les études de genre, c'est la vérité sur la recherche de vérité qui constitue la recherche scientifique. La neutralité n'est qu'une neutralisation. L'enjeu scientifique, c'est d'objectiver, ce qui n'est pas la même chose. C'est ce que s'efforcent de faire les études de genre, sans s'aveugler, si possible, à leur propre point de vue et positionnement. Au contraire, il s'agit d'en faire des outils d'analyse critique. Je vous remercie. J'avais une question, enfin, tu as assez au début de ton exposé expliqué que la notion même d'institution naturelle était un oxymore, mais après tout, on a la notion de droit naturel qui est très très ancienne, hein, et qui a été énormément manipulée, qui ensuite évidemment a reçu plusieurs versions, voilà, le droit naturel chez Rousseau, c'est pas la même chose que le droit naturel chez Augustin, par exemple, mais l'oxymore, ça fait un peu partie, je veux dire, d'une certaine manière, de l'institution de la société, de se référer à la nature pour consolider une certaine vision de la société. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Donc, effectivement, la question qui se pose aujourd'hui, elle n'est pas très nouvelle d'une certaine manière, elle est fort ancienne, parce qu'il y avait déjà, dès la Bible, la condamnation de la pédérastie, par exemple, ces choses-là étaient, la condamnation des orientations sexuelles diverses, c'est très très ancien, quoi. Donc, c'est ce qui est fort, je crois, dans les argumentations de type Ratzinger que tu as décrites, c'est justement la capacité à s'appuyer sur, en fait, il y a un très très vieil argument, quoi. Oui et non. Je me suis beaucoup intéressé à cette question, y compris, j'ai écrit un texte dans la revue d'éthique et de théologie morale sur, en fait, la confusion dans la théologie vaticane sous Ratzinger, sous donc Benoît XVI en particulier, mais comme il était avant en charge du dogme, ça revient un peu au même, entre la loi naturelle et les lois de la nature. C'est-à-dire que la loi naturelle, je n'en suis pas un spécialiste, bien sûr, mais ça s'inscrit dans toute une histoire, effectivement, mais qui renvoie plutôt à la raison divine. Les lois de la nature, ça nous met du côté de la biologie. Et c'est là qu'intervient le terme de roc biologique, qui n'est pas du tout emprunté à la tradition théologique, mais qui est plutôt emprunté à une sorte de psychanalyse, etc. Donc, je crois qu'il y a là quelque chose, en fait, qui est un jeu de mots. C'est-à-dire que quand on passe de loi naturelle à loi de la nature, et on voit bien que la référence aux forêts tropicales, on est bien en train de penser à une nature physique. Et donc la confusion entre Dieu et la nature m'a amené à penser que ce pape n'était pas très, très hétérodoxe. Eh bien, merci, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Éric. Merci.